Alors, on va lancer cette rencontre dédiée aujourd'hui à la lutte contre l'habitat indigne. Euh, Nous allons commencer par un tout petit extrait. En fait, nous avons l'honneur de recevoir deux invités qui ont accepté de nous accorder un peu de leur temps et surtout partager leur expérience. Il s'agit de Léa Makarem, qui est la directrice générale de la CIFAE. Elle se présentera tout à l'heure et présentera la structure. Et Cyril Lanape, qui est architecte, ingénieur et enseignant. Il est associé à l'agence d'architecture Air Architecture et à l'association Actes et Cités. Donc, nous allons introduire ce propos par une toute petite vidéo qui est une sorte de bilan provisoire, malheureusement, lié à la 29e rencontre qui a présenté le 29e rapport du mal-logement en France. Aujourd'hui, on va se concentrer en grande partie sur l'Île-de-France, par rapport aussi au travail et aux expériences qui seront partagées par nos invités. Euh, c'est une petite vidéo en fait de à peine 6 minutes qui raconte justement cette question de façon euh, euh, dessinée en fait par une architecte et une designer que nous remercions d'ailleurs. Et on peut lancer cette vidéo donc merci. Vous habitez en Île-de-France? Vous y vivez comment? En appartement? Dans une maison? En caravane? Vous êtes propriétaire? Locataire? Vous n'avez pas de bail? Vous n'avez pas de logement personnel? Seul? Avec votre famille? Des amis? D'ailleurs, lorsqu'on apprend qu'il y a une personne sur 10 de mal logée, on veut comprendre comment cela est possible et comment faire pour garantir à toutes et tous l'accès et le maintien dans un habitat digne. Nous sommes 12 millions d'habitants en Île-de-France. Il y a donc une multitude de façons d'habiter sur ce territoire, et certaines et certains sont moins bien logés que d'autres. L'Île-de-France est une région riche, très riche, une des plus riches à l'échelle nationale et européenne. Mais cette richesse cache des réalités différentes et de profondes inégalités. Plus de 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et pour une partie des ménages pauvres et modestes, se loger dans de bonnes conditions est devenu très compliqué. Et effectivement, l'Île-de-France regroupe près d'un tiers des personnes mal logées en France. Le logement, c'est un droit. Tout individu a le droit d'avoir un toit. Pourtant, toutes les franciliennes et franciliens ne sont pas logés à la même enseigne. C'est en partie par manque de volonté politique et de moyens, car même si la région est constructrice de logements, il n'y en a pas eu assez ces dernières années, ce qui débouche à une grave crise du logement. L'Île-de-France représente 18% de la population française. À l'échelle nationale, elle rassemble 24% des ménages vivant dans une passoire énergétique, 33% des demandeurs HLM, 40% des ménages expulsés de leur logement, 46% des personnes hébergées en structure et 84% des ménages DALO qui restent à reloger. Les objectifs en Île-de-France sont de construire chaque année, et ce jusqu'en 2030, 70 000 logements, tous parcs confondus, dont 32 000 à 37 000 logements sociaux. Mais ces objectifs sont loin d'être atteints. Sur la période de 2010 à 2018, il a été construit environ 58 000 logements par an au lieu des 70 000. Et il a été agréé 29 000 logements sociaux par an au lieu des 37 000 attendus. Le retard s'accumule et les ménages les plus modestes en paient le prix fort. La preuve, la demande de logement social explose avec plus de 740 000 demandeurs. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Il faut donc construire plus, produire plus de logements abordables et s'assurer d'une meilleure répartition sur le territoire. Cette région attire et attirera encore du monde. Aujourd'hui, 40 à 50 000 habitantes et habitants arrivent tous les ans. Face à un manque de logements criant, devons-nous consacrer un budget toujours plus conséquent pour habiter dignement? Certaines et certains le pourront, d'autres le subiront, d'autres ne le pourront simplement pas du tout. Aujourd'hui, les 3 quarts des ménages se logent dans le parc privé. Certains sont déjà propriétaires, mais celles et ceux qui sont en accession et en location payent de plus en plus cher. Et celles et ceux qui ont de faibles ressources sont souvent contraintes et contraints de se tourner vers des logements petits, parfois dégradés, énergivores, voire carrément indignes. Il y en a 141 000 en Île-de-France.
Et puis, pour les ménages correctement logés, il suffit malheureusement d'une séparation, d'une perte d'emploi, d'une grosse dépense imprévue, pour engendrer des difficultés à payer le loyer, les charges de copropriété ou rembourser son crédit immobilier jusqu'à avoir des dettes et alors risquer d'être expulsé. Les ménages vont alors bénéficier d'une prise en charge par les services de l'État et être hébergés, souvent à l'hôtel, faute de place suffisante dans les structures d'accueil. Mais malheureusement, certains, pour des raisons diverses, ne seront pas pris en charge. C'est alors la débrouille. Au mieux, un accueil temporaire chez de la famille ou des amis. Et parfois, une voiture, une tente, un squat ou la rue comme seule perspective. Alors comment faire de l'Île-de-France une région équitable, solidaire et accueillante en matière d'habitat? Des lois et des instructions ministérielles existent, et si elles étaient respectées et appliquées, elles permettraient de construire plus de logements sociaux, de reloger plus les ménages prioritaires et à très faibles ressources, de mettre à l'abri toute personne à la rue, et aussi de proposer un habitat digne pour les gens du voyage. Prenons l'exemple de l'article 55 de la loi sur la solidarité et renouvellement urbain, appelée loi SRU, qui oblige les communes à avoir 25% de logements sociaux. 20 ans après l'adoption de cette loi, elle a permis certes de produire du logement social dans une centaine de communes franciliennes qui n'en comptaient pas, mais 232 sont toujours déficitaires et certaines préfèrent payer des amendes plutôt que de construire des logements sociaux et les services qui vont avec. De fait, ce sont des milliers de personnes à qui ces communes refusent de proposer une solution d'habitat et de logement digne et abordable. L'application de ces lois nécessite évidemment des moyens humains et financiers. Et pour rappeler aux responsables leurs obligations, nous, citoyens et citoyennes, avons aussi notre rôle à jouer. Nous avons le pouvoir de leur rappeler de construire, réhabiliter, transformer, utiliser les vacants, les délaissés urbains. Nous avons le pouvoir de leur rappeler de combattre les facteurs d'exclusion, de garantir les droits des personnes sans abri, de lutter contre toute forme de discrimination. Nous avons aussi le pouvoir de leur rappeler que nous, citoyennes et citoyens, faisons aussi partie de la solution. Toutes et tous ensemble, œuvrons pour continuer d'avoir le choix d'habiter dignement en Île-de-France. Alors ce petit film en fait est une fois de plus un bilan en fait qu'on répète pratiquement tous les ans, tous les 2 ans. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble quelles sont aussi les alternatives, les solutions et qui sont portées aussi par des acteurs qui sont à l'œuvre, que ce soit pour des réalisations directes ou pour des projets de recherche aussi qui servent justement à proposer des solutions. Donc l'habitat indigne, on en parle depuis quelque temps comme quelque chose de vraiment spectaculaire. Ça nous touche aujourd'hui parce que on connaît de nombreuses opérations en fait de d'immeubles plutôt qui se sont effondrés et qui ont provoqué aussi des morts. Donc on connaît cet immeuble en fait qui s'est effondré à Lyon en 2022. À Lille, on a entendu euh, beaucoup d'informations autour de ces 2 immeubles qui se sont effondrés au centre-ville, provoquant un décès. À Bordeaux, en 2021, 2 immeubles aussi se sont effondrés dans 2 quartiers différents. En 2019, à Toulouse, le toit d'un immeuble s'est effondré aussi sur les étages inférieurs. À Marseille, 3 immeubles en fait rue d'Aubagne qui ont d'ailleurs lancé justement tout cet intérêt autour de l'habitat indigne se sont effondrés provoquant 8 morts. À Montreuil en 2011, juste pour vous dire en fait, pour rappeler que cette histoire en fait elle est longue et on pourrait étendre toute cette liste de bâtiments, de maisons, d'immeubles qui se sont effondrés suite à des difficultés en fait en termes d'entretien de ce bâti. Le bilan, vous comprendrez qu'il est en cours en fait, puisque on est nombreux et nombreuses en fait euh, à ne pas savoir que veulent dire aussi toutes les statistiques qu'on entend partout, qu'on récolte partout. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a un sous-marché qui est alimenté en permanence, d'où cette idée de flux et non pas d'un stock en termes d'habitat indigne. Ce flux, il est lié directement à un manque de logements financièrement accessibles. On pourra en parler en fait tout à l'heure,
à l'augmentation des expulsions locatives aussi, qui est régulière et qui augmente en fait ce flux, à des conditions aussi d'habitat qui génèrent des enjeux massifs qui sont liés toujours à la sécurité, à la santé, à l'habitabilité, et qui tous les trois touchent à l'existence des humains. Et puis face à l'urgence en besoin, les moyens aujourd'hui, tous les bilans le montrent, sont des moyens qui sont mobilisés de manière limitée, qui sont plutôt d'ordre palliatif. À côté de ça, on dénombre en fait de nombreux obstacles qui sont pointés, qui sont souvent liés à l'éclatement des circuits de décision aujourd'hui, qui provoquent une lenteur au niveau des procédures aussi parfois, où certaines communes aussi sont démunies hein, par rapport à la réglementation. La difficulté aussi de reloger des habitantes et des habitants faute de solutions relais entre le moment où on évacue et le moment où on requalifie. La rotation qui est importante au sein des services des collectivités locales qui sont déplorés par les collectivités locales elles-mêmes. Et puis, il y a cette idée, en fait, d'être passé de l'inconfort sanitaire à la mauvaise qualité des logements. Aujourd'hui, par exemple, on a un simple exemple en Île-de-France, bien sûr, mais qui existe dans d'autres départements et d'autres régions. On a 34 000 logements non équipés de douche ou de baignoire. 42% sont situés à Paris et 15% en Seine-Saint-Denis. Et puis cette notion de confort, en fait, qui est liée aussi à des critères qualitatifs, bien sûr, pas uniquement à ce qu'on a tendance à la lier souvent à un mouvement hygiéniste, mais elle est liée aussi à des indicateurs d'ordre qualitatif. Alors, au milieu de tout ça, l'habitat indigne revêt différents sens selon qu'on parle en fait de manière générale de l'habitat dégradé. On peut parler de l'habitat insalubre, de l'habitat indécent et de l'habitat indigne. Donc la décence et l'indécence, elle est liée uniquement au logement locatif. Euh, euh, Après, pour l'habitat indigne, en fait, on a des degrés. Malheureusement, on a des degrés qui sont liés à un manquement à l'hygiène, à l'habitabilité et à la salubrité. Et elle concerne tous les logements, qu'ils soient locatifs ou habités, occupés en fait par leurs propriétaires. Donc, on a souvent un danger qui est lié à la santé ou un danger qui est lié à la sécurité, à la solidité de l'immeuble qui peut être en péril. Un autre schéma, en fait, qui peut raconter mieux cette gradation. On part du moins dégradé au plus dégradé, on le voit ici, donc la non-décence. Après, un grade au-dessus, ce sera le manquement au règlement sanitaire départemental. Puis on monte d'un cran et on a un danger sanitaire ponctuel jusqu'à l'immeuble menaçant ruine. Et à chaque fois, donc, on a des responsabilités qui sont données ou au maire, ou au juge d'instance, ou au préfet et à la police spéciale, ou au maire et à la police spéciale. Donc c'est tout cet ensemble de procédures qui parfois euh, vient contrarier un peu l'idée du projet aussi, de faire, d'améliorer, de requalifier, de restaurer, euh, de, 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 de réparer en fait finalement cet habitat indigne avant qu'il ne soit trop tard. L'habitat indigne en Île-de-France, il revêt différentes formes. Donc, on a des phénomènes anciens qui sont liés au manque d'entretien. On a des formes traditionnelles de dégradation du parc privé ancien dans les centres urbains. On le voit par exemple à Saint-Denis, à Aubervilliers. On a un habitat isolé aussi vétuste, des zones rurales, y compris pavillonnaires. C'est pour dire que l'habitat indigne n'est pas uniquement ce qui est visible et ce qui est parfois spectaculaire. Au sens propre du mot. Et puis, on a des phénomènes récents. Ce qu'on observe depuis une décennie, un peu plus d'une décennie, c'est les copropriétés issues des Trente Glorieuses qui se voient aujourd'hui dans des états de dégradation assez variables, des divisions pavillonnaires, qui est aussi l'illustration récente du manque de logement, qui a provoqué une sorte d'effet d'aubaine chez certains propriétaires peu scrupuleux. On a l'occupation aussi de locaux impropres à l'habitation, qui sont aujourd'hui des sous-sols, des cabanons, des très petites surfaces. Malheureusement, on a un décret qui est sorti en juillet 2023 qui
va changer le sens en fait de l'habitation décente en ne parlant plus de surface ni de hauteur sous plafond, mais en raisonnant en termes de mètres cubes, ce qui permet aujourd'hui à des toutes petites surfaces avec des hauteurs sous plafond très importantes d'être louées ou bien à des caves avec des soupiraux, enfin des surfaces impropres en fait à l'habitation. Aujourd'hui, il y a aussi un constat en fait qui a été observé par des habitants et des habitantes, des élus aussi, qui s'inquiètent des nombreuses malfaçons qui sont observées dans de nombreux logements récents, qui sont mis en service depuis à peine 10 ans. Donc, dès la fin de la décennale, on observe aussi des dégradations et assez importantes sur des bâtiments qui sont censés encore tenir quelques décennies. Donc, parmi les bâtiments dégradés, on dénombre les copropriétés dégradées, donc le statut de copropriété qui représente une importante partie en fait du bâti existant en Île-de-France, à Paris particulièrement. Donc, on a plus de 110 ensembles immobiliers qui représentent 3 millions de logements dans les 2 tiers du parc privé francilien et 85% des logements se trouvent à Paris. Les copropriétés fragiles et dégradées, donc on a des situations assez variables et aujourd'hui on a des dispositifs assez lourds en fait, tels que les ORCOD R, donc c'est des opérations de requalification de copropriétés dégradées à l'échelle régionale et d'intérêt national aussi. On a des opérations qui préconisent des démolitions, reconstructions par l'ANRU, par exemple. Et on a des recyclages en habitat social par portage foncier. On notera que très souvent, en fait, les habitants sont peu associés pour des raisons parfois en- entendables, en fait, et parfois on a cette incompréhension dans le fait de ne pas associer justement les premiers intéressés à la résolution de leur situation. Un phénomène qui est mis en exergue aussi, c'est la précarité énergétique qui accélère aujourd'hui la dégradation en fait, du bâti par rapport euh, au froid, à la gestion du froid et ces mêmes habitations qui deviennent aussi des fournaises en fait en été. Donc on a 1,2 million de passoires énergétiques qui est aujourd'hui la cible de l'action publique et toutes les formes d'habitation sont concernées, donc que ce soit l'individuel, l'intermédiaire ou le collectif. Malheureusement, parfois, cet engouement en fait pour la rénovation énergétique tel qu'on en parle et cet objectif de massification vient cacher aussi le besoin de réparer simplement un bâti existant sans pour autant que ça soit lié directement à la dimension thermique ou énergétique. On retiendra aussi que l'habitation aujourd'hui, dans tous les textes, dans tous les écrits, est un point névralgique qui met en exergue, enfin qui est remis surtout au devant de la scène depuis la crise sanitaire, où le chez-soi est devenu aussi une centralité, un élément important en fait dans l'existence humaine, qui a aussi révélé en fait une période qui a révélé aussi toute la réalité du mal logement justement, les espaces étroits, mal aérés, mal éclairés euh, et on est passé de la question du droit au logement à celle même de ce à quoi donne droit le logement. D'où cette idée en fait d'habiter, de préférer plutôt la notion d'habitat à la notion de logement, au concept de logement. Donc aujourd'hui, lutter contre l'habitat indigne, c'est à la fois bien sûr, participer à la fabrique des territoires, de la ville, lutter contre les inégalités des territoires, comprendre la gouvernance locale, parce que très souvent, on s'y engage avec inconfort quand on ne connaît pas aussi l'écosystème qui œuvre déjà sur place et on est juste une pièce complémentaire qui vient intervenir dans quelque chose qui est déjà installé et suffisamment sécurisé en fait pour encourager y compris de jeunes professionnels à s'y engager. C'est aussi s'imposer dans le débat sur les politiques publiques qui territorialisent aujourd'hui la question du logement qui est majeure. Participer aussi à construire une région équitable et inclusive. L'architecture, en fait, dans tout cela qui nous concerne tous, puisque avant d'être professionnels, quel que soit en fait notre champ d'intervention, nous sommes aussi habitantes et habitants. L'habitat indigne, en fait, il relève du droit de la construction
On lui applique le code de la santé publique et le code de la construction et de l'habitation. Et s'y engager, c'est à la fois s'impliquer dans une culture de l'entretien, de la maintenance et de la réparation qui reprend plus de place aujourd'hui, puisque nous savons que dans les temps anciens, en fait, les bâtisseurs étaient aussi les garants de l'entretien du bâti qu'ils ont construit. C'est aussi anticiper certaines situations extrêmes par l'accompagnement en amont pour éviter, en fait, d'arriver à des arrêtés de péril, à des évacuations, à des démolitions très lourdes à porter et dans laquelle il y a des vies humaines, en fait, où il est difficile aussi de les accompagner. Requalifier architecturalement aussi des ensembles dégradés en améliorant le bien-être, l'usage et l'image. Nous savons combien l'habitat insalubre a été aussi au centre de toutes les politiques d'orientation, en fait, au niveau de la fabrique de la ville. Nous l'avons vu avec Paris, avec les 16 îlots d'insalubrité qui ont déterminé les orientations urbaines en fait de la ville. Et puis prendre soin aussi du patrimoine ordinaire et de son architecture dite mineure, mais qui nous sert tellement et et qui répond aux besoins de tout un chacun. C'était une petite introduction. Je vais laisser la parole à Léa Macarem qui va nous présenter son travail, en fait, son retour d'expérience sur la requalification de tissus pavillonnaires dégradés. Léa, à toi. Merci Soraya et bonjour à tous. Non. Donc la CIFAE existe maintenant depuis 3 ans. Donc l'origine de sa création, c'est une initiative de la région et le point de départ, c'est vraiment l'enjeu de lutte contre l'habitat indigne. Enfin, par un rapport qu'avait fait à l'époque Geoffroy Didier, à l'époque du préfet Carinco, et qui avait mis en lumière cette présence d'habitat indigne dans des propriétés privées et cette spécificité de la présence de cet habitat indigne sur des tissus pavillonnaires. Il avait fait donc un certain nombre de propositions pour lutter contre les marchands de sommeil et avait fait appel aux opérateurs pour venir aux côtés des collectivités et créer un outil. Donc, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France et Action Logement Immobilier qui se sont portés volontaires pour créer un outil pour venir en aide aux collectivités sur ces sujets-là. Et finalement, ces deux cultures et ces deux acteurs, ces deux savoir-faire assez différents entre l'intervention foncière et du logement social, le logement des salariés, a vraiment structuré le modèle et finalement représente une réponse assez pertinente à une équation enfin, sur laquelle je reviendrai, mais assez, enfin, pas facile à résoudre, puisque cet habitat indigne en tissu pavillonnaire est diffus par définition dans des quartiers qui sont entièrement privés. Et puis, finalement, cet habitat indigne se développe de manière assez discrète, finalement, et parfois assez invisible. Et une fois que les villes et les élus s'en rendent compte, il est parfois un peu tard. Et c'est là que peut-être les différentes procédures qui existent pour lutter contre cet habitat indigne sont toujours compliquées à mettre en œuvre, demandent une grosse mobilisation des services des villes et de la préfecture et portent pas toujours leurs fruits. En tout cas, c'est un travail de longue haleine. Et cette dualité se retrouve dans la gouvernance qui fait aussi la richesse de cette société, puisqu'on a dans le conseil de surveillance des maires élus, le maire de Damary-Lélis, le maire d'Aulnay-sous-Bois et puis le maire de Garges-les-Gonesse. On a la région aussi qui est représentée par un conseiller régional et la DRIL. Et puis ensuite, on a des représentants des organisations syndicales et patronales qui sont nommés par Action Logement Immobilier. Si Soraya, si je peux passer la slide. Sur le modèle d'intervention, donc finalement, c'est un modèle assez simple, mais qui est très partenarial. Donc le rôle de la CIFAE va être d'identifier avec les collectivités les biens à acquérir en fonction
des phénomènes identifiés par les services des villes euh, et par l'équipe de la CIFAE. Donc, nous, on va acquérir ces biens qui sont principalement des acquisitions à l'amiable auprès de propriétaires privés et qui peuvent, des acquisitions qui peuvent être réalisées. Ouais, je m'excuse, il y a un peu de bruit. Je pense que tous les micros sont pas coupés. Et du coup, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on C'est t'entend. mieux maintenant. D'accord. Il nous arrive aussi d'acquérir des pavillons à la suite de préemption par les collectivités. Donc, nous, notre travail va être de porter ces biens. Euh, Finalement, en entrée, on n'a que du diffus puisqu'on va intervenir sur ces tissus où on va acheter bien par bien, pavillon par pavillon. C'est un travail qui est assez fin dans la dentelle et on n'a pas le choix puisque c'est les caractéristiques de ces quartiers. Mais notre rôle va être aussi qu'en sortie, on arrive à faire de la mutualisation, à globaliser, bon, pour trouver des économies d'échelle et aussi pour faire en sorte que ça fasse sens, qu'on n'ait pas une intervention trop diluée en Île-de-France où on aille acheter un pavillon sur une commune, un pavillon sur une autre et que finalement, le rôle de requalification de quartier ne se fasse pas, puisque sur ces toutes petites échelles, en fait, ça serait un peu vider l'océan à la petite cuillère. Donc, nous, on va acquérir au fur et à mesure du temps, construire des programmes avec les villes. Donc, ça peut être de la réhabilitation, c'est majoritairement de la réhabilitation, comme je vous le présenterai, mais ça peut être aussi des démolitions-reconstructions, notamment quand on a des biens qui sont en état de péril, comme les photos euh, assez, voilà, assez graves que nous a montré Soraya, mais effectivement, on en acquiert aussi pour ces motifs-là. Et nous, on va céder à des opérateurs qui sont principalement aujourd'hui des bailleurs sociaux ou des COP HLM, un lot de pavillons qui vont se trouver en général sur une même commune ou sur un même territoire, une même EPT, un même EPT, avec un programme et un budget de travaux. Donc nous, on va avoir toute la partie ingénierie on travaille sur cette partie-là avec des architectes, on a un contrat cadre et on va céder aux opérateurs une fois qu'on a un programme qui soit acceptable au niveau, enfin, des règles du PLU, bien sûr, et puis aussi au niveau des services des villes, de la DRIL si c'est du logement social. Donc, on va comme ça dérisquer l'opération et leur revendre des lots de pavillons. Et c'est ensuite ces opérateurs-là qui réaliseront les travaux. Donc, avec la présence d'Action Logement Immobilier en tant qu'actionnaire, il est finalement assez logique qu'on travaille avec des opérateurs bailleurs, mais c'est aussi une réalité, c'est que notre démarche n'est pas une démarche rentable et aujourd'hui, on n'a pas d'opérateurs type promoteur ou opérateur privé avec lesquels on a pu jusque-là, en tout cas, travailler sur de la réhabilitation et de la revente de pavillons. Donc, c'est aussi le mode de financement et un peu le savoir-faire de ces opérateurs qui savent aller aussi sur des opérations pas rentables ou avec un risque de déficit. Pour vous montrer quelques exemples, alors bon, c'est un peu les pires, hein, on n'a pas acheté que du comme ça, mais malgré tout, c'est quand même l'objet de notre société d'acquérir des biens en état de péril. Donc, c'est le cas sur une partie de ce que vous voyez comme image. Des biens qui sont incendiés aussi, dégradés par des squats, c'est le cas aussi de cela. Et des biens issus de saisies immobilières. Donc, on a un partenariat avec l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'AGRAS, qui est une agence de l'État, et qui nous revend en gré à gré des pavillons après des confiscations immobilières, donc après des saisies pénales. Et puis, des biens en état d'abandon manifeste. Ça a été aussi assez important avec les différentes collectivités avec lesquelles on a travaillé
de repérer ces biens en état d'abandon qui sont plus ou moins dégradés, pas toujours très dégradés, mais en tout cas qui font régulièrement l'objet de squats et qui finalement sur ces quartiers deviennent petit à petit des verrues qui dégradent l'ensemble de l'image des quartiers. Et puis des biens qui, par la transformation de leurs propriétaires, en font de l'habitat indigne. Donc c'est des logements indécents, ça va être comme c'était indiqué, des logements construits dans les locaux impropres à l'habitation. Vous en voyez euh, en haut, là, à droite. Là, ça, c'est des pavillons qu'on a achetés avec des annexes qui avaient, avec des logements aménagés dans ces annexes-là. Et puis, ça va être aussi ces pavillons qui ont été tout ou partie autoconstruits par leurs propriétaires, qui ne sont pas forcément des marchands de sommeil, qui ne l'avaient pas forcément mis en location pour en tirer des bénéfices, mais qui, par l'absence d'autorisation d'urbanisme et les malfaçons, en font de l'habitat, en tout cas dégradé, et qui font que les gens qui habitent dedans, pourquoi pas, on a le droit d'aménager comme on veut son logement, mais une fois qu'ils les revendent, pour le coup, c'est clairement des pavillons qui attirent uniquement des marchands de sommeil, puisque un ménage lambda, on va dire, est totalement effrayé par ce type d'autoconstruction. Euh, Concernant les villes avec lesquelles on travaille, donc aujourd'hui, on est avec une vingtaine de collectivités en partenariat. On n'a pas forcément acquis des pavillons sur toutes les villes avec lesquelles on a commencé à travailler. Mais peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on a commencé avec des communes de la Seine-Saint-Denis, en toute logique, et qui avaient déjà des services outillés qui étaient habitués à travailler sur ce type de sujet. Et puis avec des communes, quelques communes du Val d'Oise aussi. Et on constate que petit à petit, il y a aussi des souhaits de communes sur des départements qui sont peut-être un peu moins touchés par ce phénomène-là. Je pense au département du Val-de-Marne, mais qui sont complètement conscients que ce phénomène peut se développer en fait et se développe qu'il est nécessaire d'agir aussi en préventif sur ces quartiers-là avec la crainte aussi de phénomènes de report, avec une commune qui agirait à côté sur l'habitat, sur la lutte contre l'habitat indigne, pardon, et qui ferait en sorte que ces phénomènes-là se reporteraient sur la commune voisine. Donc, une action en préventif est très attendue des collectivités aussi. Et peut-être vous dire que nous, on n'a pas eu besoin du tout de faire de la communication finalement, puisque via les agences de l'EPIF et nos partenaires et un peu aussi de bouche à oreille entre communes, on va dire, on a pour la plupart été contactés directement. Donc, ce qui montre bien que c'est une préoccupation de ces communes qui souhaitent travailler sur ces quartiers-là qui jusque-là ont été très peu investis finalement par la puissance publique. Pour juste quelques mots pour vous expliquer, enfin vous montrer où on en est aujourd'hui. Donc la société, elle existe depuis 2021, mais on a eu une bonne année et demie pour mettre en place la structure, recruter l'équipe et puis signer nos premiers partenariats avec les communes. Donc finalement, on a une vraie année derrière nous en opérationnel. Donc on a acquis 33 biens là, sur 2023 et puis on en a revendu une partie. Et puis, si on regarde sur les sessions, donc on a cédé le plus gros de nos sessions, c'est aux deux plus grands bailleurs finalement d'Action Logement Immobilier qui sont Immobilière 3F et Séquence. Et c'est finalement pas un hasard puisque on s'est bien rendu compte que ces opérations multi-adresses à la parcelle, ces opérations de dentelle, il y a quand même très peu d'opérateurs qui sont capables de les porter. Elles sont complexes à mettre en œuvre et elles sont coûteuses. C'est quand même une réalité. Donc, c'est pourquoi on travaille majoritairement avec eux. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je pense, de cet atelier sur les projets de transformation, peut-être sans surprise, nous, les programmes
acté, qu'on a construit avec les villes et en fonction aussi de l'état des pavillons, sont en grande majorité de la réhabilitation et de la réhabilitation avec extension. Donc avec extension, c'est soit de la surélévation, soit d'extension sur la parcelle. Et puis, on a une petite partie de démolition, reconstruction et construction neuve, mais finalement, elle ne s'est tournée uniquement vers les biens qui étaient enfin, qu'on ne pouvait pas conserver. Voilà, soit des biens en état de péril, soit, comme les images que on vous a montrées juste avant, des biens incendiés ou autres. Et c'est vrai que la démolition-reconstruction en pavillonnaire, clairement, elle ne s'équilibre quasiment jamais. Donc, financièrement, il vaut mieux toujours réhabiliter un pavillon que de le démolir. Les démolitions reconstruction de pavillons coûtent extrêmement cher. Finalement, on les réserve uniquement à des situations où on n'a pas le choix. Et puis, si on regarde sur cette cinquantaine de pavillons acquis et sur lesquels il y a eu une programmation d'actés avec les villes et puis avec les bailleurs à qui on vend, on a réussi à créer 1800, voilà, quasiment 2000 mètres carrés par justement, soit ces démolitions, reconstructions, soit ces extensions de pavillons. Et puis, si on regarde le nombre de logements par pavillon, on est à 2,3. Peut-être qu'on sera un peu plus aussi sur les prochaines, puisque petit à petit, on apprend aussi à travailler sur cette matière du pavillon, des tissus pavillonnaires, qui est pas forcément évidente à remodeler et à faire évoluer. On a des PLU qui seront très restrictifs puisqu'ils ont été écrits pour protéger ces tissus pavillonnaires. Et on arrive petit à petit à faire passer des projets, et c'est pas péjoratif quand je dis faire passer, c'est aussi à faire accepter et que les villes euh, se les approprient aussi. Et je pense qu'on partage la qualité des projets qu'on propose, qui permettent de à la fois préserver ce pavillonnaire, mais de créer du logement. C'est bien le but de toute cette démarche aussi. Et il y a quand même un petit côté casse-tête dans toute cette démarche pour arriver à créer du logement sur des secteurs de PLU qui sont faits pour préserver cette individualité du logement. Voilà. Si on regarde le nombre, enfin, oui, vous pouvez passer. Euh, Ça, c'est une petite diapo qui est extrait de notre stratégie bas carbone. Je passe rapidement, mais ça permettait finalement d'illustrer ce qu'on sait tous, mais une fois qu'on le mesure, je trouve que c'est assez parlant. Cet écart, donc là, on cherchait à mesurer l'impact carbone en comparant différents types d'interventions. Donc, vous avez un pavillon qu'on ne réhabilite pas. Et puis, sur la question de l'impact carbone, dès qu'on fait quelque chose, on émet du carbone de toute façon. Donc, on pourrait se dire que dès qu'on intervient, on est émetteur de carbone. Et ce qui était intéressant à mesurer, c'est que finalement, cet impact carbone, quand on travaille comme nous sur des sujets qui sont majoritairement des passoires thermiques, hein, puisque c'est toujours des pavillons qui ont toujours besoin de travaux, finalement, quand on mesure cet impact carbone au fil du temps et qu'on se dit, une fois qu'on a tout réhabilité, puisque les réhabilitations, nous, on réhabilite toujours le pavillon entièrement, donc on va venir, euh, contrairement à ce que peut faire un propriétaire particulier qui va entretenir et rénover son pavillon au fil du temps, on va, dans un même temps, isoler la toiture, changer les fenêtres, changer le système de chauffage. Et finalement, ces interventions lourdes qui sont faites en simultané, ça a permis de montrer que effectivement, sur une démolition, comparé à une démolition-reconstruction, on est bien plus performant en termes de limitation de l'impact carbone sur des réhabilitations, et on l'est encore sur la réhabilitation-extension. Mais si on le compare à l'existence, c'est-à-dire des passoires thermiques, il vaut mieux quand même, au niveau impact carbone, démolir et reconstruire, puisque on va gagner de toute façon en performance thermique et en économie d'énergie.
Sur la question de pour quel type de logement, donc on est comme on a pu, enfin j'ai pu vous le dire en partenariat avec des bailleurs sociaux, donc c'est pas une surprise non plus qu'on soit majoritairement en logement aidé. Et on est en grosse majorité en logement locatif intermédiaire pour plusieurs raisons, et notamment le fait que sur ces quartiers très privés, hein, où on est sur des propriétaires privés autour, euh, ce logement locatif, finalement, locatif intermédiaire, répond à ce besoin de loger aussi sur la commune des personnes qui vont travailler à proximité ou qui souhaitent se loger sur la commune et qui, finalement, en pavillonnaire, vont pouvoir mettre un loyer peut-être un peu plus important. Donc, on a eu comme ça des demandes plutôt assez importantes en logement intermédiaire, mais malgré tout, on a quand même une part de locatif social qui nous semble important de conserver. Et puis là, on a une seule opération en BRS. On aurait bien aimé en faire plus, puisque ce modèle d'accession aidée nous semble très pertinente en pavillonnaire. Pour l'instant, on a réussi à en faire qu'un, puisque pour des raisons aussi de bilan de ces opérations en BRS. Mais on est assez content d'en faire au moins une pour le moment. Et enfin, peut-être vous présenter très rapidement, puisque le temps file, des exemples d'opérations. Donc là, c'est une opération, on se trouve à Aubervilliers. On a acquis ces pavillons auprès d'un marchand de sommeil, pour le coup, qui est un vrai marchand de sommeil, qui comptait une vingtaine de couchages, des extensions illégales, et puis une partie des logements qui étaient sous plafond en logement indécent, avec des infiltrations, etc., puis même des certaines dangerosités. Et si on regarde sur la proposition, enfin le programme qui a été acté, merci. Donc vous voyez le avant-après, sans tout détailler, en fait, le principe de nos opérations, c'est de venir évidemment curer tout ce qui représente de l'indignité. Donc là, on a une partie de ces pavillons anciens qui avaient des hauteurs sous plafond euh, insuffisante. Donc il y en a un là pour le coup, celui de gauche, il va être démoli. Celui de droite, il va être entièrement curé. On va démolir les extensions que vous voyez sur les photos précédemment et venir surélever ce bâtiment. Donc bon, je trouvais que c'était intéressant parce que ça mixait aussi plusieurs types d'interventions. Et l'objectif, c'est d'avoir 4 logements. Donc on est aux alentours de 80 mètres carrés par logement, il me semble, sur cette opération, de venir créer 4 logements. Alors, l'objectif aussi, et c'est le travail qu'on fait avec les architectes avec lesquels on travaille, c'est, même si on est finalement dans du collectif, de retrouver les attributs de l'individuel, c'est-à-dire une entrée par logement, enfin un accès, on n'a pas de partie commune, on a le moins possible, on va dire, d'éléments collectifs, aussi pour éviter de créer des petites copropriétés, enfin des petites copropriété, si on était dans l'accession, là, pour le coup, sur cet exemple-là, on est en locatif, mais en tout cas, de retrouver les atouts et les qualités de la maison, mais en étant sur du tout petit collectif. Lorsqu'on peut, on crée ces places de parking aussi qui sont importantes et qui sont très demandées. Et pour la petite histoire, si vous posez la question pourquoi on a autant de vélos, de places vélos, alors quand je vous disais, on essaye aussi de trouver euh, d'arriver à aller au bout de ce casse-tête pour avoir ces petits projets de micro-densification finalement en pavillonnaire. Là, pour le coup, sur ce PLU-là, soit il faut faire des places de parking, soit il faut faire des places de vélo pour compenser. Donc, on va avoir beaucoup de places de vélo. Je pense qu'elles ne seront pas toutes utilisées, mais en tout cas, ça permettait de trouver une sortie favorable et de rentrer dans les règles du PLU. Et peut-être, donc là, bon, c'est quelques images de ce projet-là. Et puis, peut-être pour passer à l'illustration suivante, euh, bon, bah là, vous voyez que toutes les parties d'extension illégale seront démolies. Et puis, on aura ces 2 grosses maisons qui accueillent chacune de logements. Et puis, pour vous montrer aussi peut-être d'autres exemples, euh,
Soraya, si vous voulez bien me passer. Comme ça, je pense. Là, c'est pour illustrer, merci, très rapidement un autre type de modèle d'intervention. On est là vraiment en réhabilitation. On a en point de départ ces gros pavillons finalement qui sont trop grands pour des tailles de ménage d'aujourd'hui, on va dire, et pour aussi des bourses d'aujourd'hui, des capacités financières. Donc là, systématiquement, nous, ce qu'on a proposé, c'est de la maison jumelée en réhabilitation, hein, où on va de la même manière chercher à créer deux entrées distinctes pour chacune de ces maisons, deux places de parking, des jardins distincts, donc pour retrouver une impression de maison en bande ou de maison de ville, même si le point de départ, c'est de l'existant et c'est de la grosse maison finalement on va venir diviser. Et puis un autre exemple où là, on est dans de la micro-densification, puisqu'on part de deux pavillons dégradés avec beaucoup de malfaçons qui vont être démolis en grande partie et on va venir créer deux résidences de 5 logements. Alors là, c'est pas une image de permis, hein, c'est vraiment une image de faisabilité, mais c'était juste pour vous présenter le principe où on a à chaque fois deux grosses maisons avec 5 logements qui ont chacune leur fonctionnement propre, leur parking à l'arrière et leur jardin à l'arrière, et puis une image un peu de maison que finalement les élus ont bien apprécié. Et peut-être une dernière illustration où là, on change un peu d'échelle et on regarde ce que ça peut donner quand on travaille à l'échelle d'un quartier. Euh, Finalement, nous, on acquiert au fil du temps en fonction des opportunités et des besoins, finalement. Donc, on n'arrive pas toujours à faire ces interventions à l'échelle d'un îlot. Malgré tout, c'est le cas sur cet exemple-là. Donc, c'était intéressant de le présenter où on part finalement de 4 tènements fonciers et on va être sur 12 logements au final, avec de la maison en bande, avec de la maison réhabilitée dans laquelle on va construire plusieurs logements, de la démolition-reconstruction et de la réhabilitation simple aussi, où on va être sur un pavillon qu'on acquiert en préventif et qui va rester du monofamilial. Et ça permet de montrer que finalement, c'est un travail de dentelle. On travaille, nous, pas dans le cadre d'opérations type OPA ou d'opérations publiques à mettre en place avant. Donc, on est finalement en droit commun. Mais quand on arrive, comme c'est le cas sur cet exemple où on est à Clichy-sous-Bois, à avoir vraiment ce travail partenarial avec la ville pour identifier les biens, être accompagné sur les projets, on arrive à faire un peu sens quand on a pu acquérir sur un mamilo plusieurs pavillons et les traiter en simultané. Alors moi, je vais vous parler de deux types d'expériences. On va commencer par des expériences qu'on a menées dans le cadre pédagogique à l'école d'architecture Paris-Belleville. Et en fait, on s'est doté pour accompagner ces actions pédagogiques un peu en recherche-action. On a créé une association qui s'appelle Actécité qui accompagne les activités pédagogiques. Donc, à Paris-Belleville, il y a deux choses. Je m'occupe d'un master qui s'appelle Architecture de la résilience, qui parle de l'architecture pour tous et des relations entre hébergement et logement. Et puis, par ailleurs, il y a un post-master, un diplôme de spécialisation en architecture sur l'architecture et les risques majeurs, et donc qui inclut bien sûr les risques majeurs. On pense tout de suite à tremblement de terre, glissement de terrain, cyclone, etc. Mais le risque du mal logement, c'est aussi un sujet dont on s'occupe. Alors, pour nous, c'était important d'avoir de la recherche-action et donc on avait créé Actécité justement pour porter les actions des étudiants hors du cadre pédagogique parce que ça nous donnait d'une part une certaine liberté par rapport à l'école, mais en plus, une école, effectivement, ne pouvait pas s'engager dans des actions sur le réel. Alors, j'ai pris quelques exemples sur lesquels on a travaillé. Le premier, il est à Aubervilliers.
Vous le voyez ici. Ça, c'est le travail de relevé qui est fait avec les étudiants sur le cadre du logement. On met en place une méthodologie de diagnostic. Ce diagnostic inclut d'ailleurs aussi bien les questions architecturales que les questions sociales. Alors, à Aubervilliers, on accompagnait l'action d'une mairie qui a un service habitat indigne qui fait ce qu'il peut. Comme on le voyait dans l'intervention précédente, sur tous ces sujets, ce qui est très difficile, c'est que il y a des millions de personnes qui habitent dans des logements indignes et en fait, travailler sur les sujets, c'est toujours au cas par cas, une intervention par-ci, par-là, et il est très difficile d'avoir des actions. Donc, la mairie d'Aubervilliers arrive à gérer on va dire, une dizaine de logements par an et nous avait invités à les accompagner sur ces actions et imaginer ce qu'on pouvait faire avec les étudiants. Donc là, typiquement, donc c'est un ensemble de petits logements juste à côté du canal. Vous voyez, c'est des maisons en bande et vous voyez, qui sont en état de dégradation avancée. On a des poussées au vide sur les murs, on a des fissures partout. Si on peut passer la photo à l'image suivante. Euh, donc ça, c'est le type de logement qu'on a à l'intérieur. Et donc là, vous voyez, par exemple, en bas, vous avez la salle d'eau, WC, cuisine avec un séjour extrêmement petit et une chambre à coucher à l'étage qu'on voit en petit en haut à droite et à laquelle on accède par un escalier. Bon, je vous ai mis que deux extraits du relevé. Bien sûr, il recouvre l'ensemble de la parcelle. Il y avait également des squats. Et puis, un travail un peu systématique sur, alors on va le voir dans les images suivantes aussi, là on voit le plancher, travail sur les fondations et les différentes pathologies qu'on peut observer. Donc, il y a les fondations, après il y a les murs, sur l'image d'après. Euh, et bien sûr les toitures. Enfin, voilà. Euh, donc il y avait ce travail de diagnostic qui avait été mené avec un petit travail de projet qui encore une fois était là pour accompagner le travail de la mairie. Et si on passe à l'image suivante, ouais, voilà, ça c'était les problèmes de plancher qu'on pouvait avoir. Euh, la suivante. Voilà. Ah oui, pardon. Et donc aussi, effectivement, travail avec les personnes. Juste si on revient à l'image d'avant, pardon. Alors bon, on utilise un mot un peu gros hein, qui est anthropologie, mais c'est comprendre comment les gens sont inscrits à la fois dans leurs relations de voisinage, dans leur quartier, dans leurs relations économiques et sociales avec les gens qui sont autour, et puis leur statut à eux-mêmes statut de l'occupation. Donc voilà, vous voyez, il y a une gradation qui va du squat, location pas destinée à l'habitation, location sans bail, locataire, propriétaire, l'existence d'espaces communs, parce que les espaces communs, ça regroupe par exemple également, j'en sais rien, par exemple les poubelles ou des choses comme ça. Bon, et rapport à l'espace ou à la rue. Euh, Question de confort également et possibilité d'adaptabilité, d'appropriation du logement. Il y a cette grille qui avait été définie avec les étudiants sur la ventilation, les rapports de surface, les questions d'aération, de chauffage, si on a de l'eau, de l'électricité. Et puis, sur le logement plus globalement, est-ce qu'il y a des espaces libres à l'extérieur, des espaces libres intérieurs? Euh, Comment le local est utilisé, les travaux qui sont à faire, etc. Donc voilà, ça c'est un autre fond de cours, avenue Jean Jaurès, toujours à Aubervilliers, avec des squats dans des anciens garages, et donc des gens pareil qui sont en situation assez précaire, même très précaire, mais qui néanmoins habitent là. Si on peut avoir l'image suivante. Euh, voilà. Alors, juste, il y a la philosophie qui est un petit peu derrière, c'est que effectivement, on n'a pas du tout les moyens
d'actions que peut avoir par exemple la CIFAE et même la ville sur certaines opérations, et que globalement, on est dans des situations où il y a extrêmement peu d'acteurs qui peuvent travailler sur ces sujets, extrêmement peu de moyens, ils sont extrêmement compliqués, et le constat que, en fait, avant, il y a beaucoup de personnes, avant qu'elles soient atteintes par ces politiques d'amélioration du logement, etc., il peut se passer non seulement des années, mais même des décennies. Euh, et donc, c'est à ce titre-là que on propose des actions d'accompagnement, d'amélioration ponctuelle du logement, qui reposent à chaque fois sur des objets différents. Mais on sait bien que ces logements sont indignes, que ça ne va pas du tout, mais il faut néanmoins les accompagner. Si on peut aller à l'image suivante. Donc voilà, pareil, hein, toujours ce travail sur les pathologies. Euh, alors, et puis, bon, cette année-là, avec les étudiants, alors la ville d'Aubervilliers s'est dotée, c'est assez unique, d'une espèce de camp, je ne sais pas comment on va appeler ça. Ça date de 2007, ça date de 2007. Et ils ont créé cette espèce de camp qui est géré par l'association Alteralia et qui permet d'héberger les gens dans l'attente du traitement de leur logement ou du fait de leur trouver un relogement. Euh, et donc là, c'est des budgets qui sont assez faibles, mais il y a des familles avec enfants qui, là aussi, passent plusieurs années dans ces Algeco, dans l'attente d'un relogement. Alors, on avait fait un petit travail avec les étudiants, une proposition sur un espace commun qu'on voit sur l'image d'après. Non, ah, pardon. Bon, ça, c'est la manière dont les Algeco sont investis. Voilà. Et donc là, avec les étudiants, on avait travaillé sur un petit espace commun. Il n'y avait pas du tout d'espace pour les enfants dans le lieu. Et donc, c'était une salle un petit peu qui pouvait être appropriable, qui existe toujours d'ailleurs sur le site, et qui pouvait être un lieu de fête également entre les habitants. Euh, voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait fait au Aubervilliers. Alors Marseille, depuis plusieurs années, on travaille aussi à Marseille avec une association qui s'appelle Architectes sans frontières et une autre qui s'appelle Justice et Union pour la transformation sociale, Just, qui a la particularité, Just, d'avoir ce qu'ils appellent des régisseurs sociaux. C'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui va dans les squats, dans les habitations dégradées, pour accompagner sur des réparations, aussi bien sur des questions électriques que des questions de plomberie, etc. Ce système de régisseurs sociaux qui, encore une fois, interviennent dans toutes les situations marseillaises est assez efficace. Alors, à Marseille, on a des problématiques énormes, hein, de mal logement. On a énormément de squats. Là, par exemple, c'était un squat dans une ancienne usine. C'était une usine de 5 étages dans le quartier d'Icazmajou, qui est dans le secteur Euromed. Alors ça, c'était en 2018. Depuis, et on avait à peu près une centaine de personnes qui habitaient dans cette usine. Euh, Cette usine avait il y avait également, pour eux, c'était un lieu d'activité économique, c'est-à-dire qu'ils y transformaient, ils faisaient c'est des roms, et il transformait, en fait, il faisait de la récupération de machines à laver, etc. Et en gros, qui démontait, qui triait, et ce qui leur permettait de revendre les différents éléments. Juste pour l'anecdote, c'est pas tellement connu, mais il faut savoir que, en fait, en France métropolitaine, il n'y a pratiquement que les Roms aujourd'hui qui savent démonter une machine à laver. Quand vous donnez une machine à laver chez Darty, en gros, elle va aller passer chez des gens qui vont être capables de la démonter et de la trier. Donc ça, c'était cette usine qui s'appelait Casmajou. Si on va à l'image suivante, on va voir d'autres lieux. Alors, il y a des très nombreux bidonvilles également à Marseille qui sont, qui abritent vraiment des milliers de personnes.
Euh, Juste, pardon, petite anecdote aussi, sur Casmajou qui a été démoli, bien évidemment, les personnes qui squattaient dans ce lieu n'ont pas été relogées, hein. C'est-à-dire qu'elles ont été squattées ailleurs ou elles ont été créées d'autres bidonvilles. Il y a, la politique de Romet, c'est de créer des logements. Il y a une part de logements sociaux, mais on sait bien que la plupart des gens qui habitent dans ce type de locaux ne peuvent même pas accéder au logement social. Dernier lieu à Marseille que je présente, hein, on en avait vu beaucoup d'autres, une autre usine qui s'appelait les Aciéries, sur laquelle on a travaillé 2 ans de suite avec les étudiants donc, et avec ces deux associations. Et pardon, il y avait aussi Yes We Camp qui était impliqué. Et donc là, voilà, un lieu habité, mais où il n'y avait pas vraiment d'eau. Il y a pas, il y avait juste un robinet pour à peu près 30 familles qui habitaient à cet endroit-là. Et donc, si on va à l'image suivante, voilà, ça c'était. Donc, on avait discuté avec les habitants et les étudiants avaient construit cette salle d'eau, donc, dans laquelle il y avait 4 douches et 4 lavabos à destination des habitants. Elle est toujours sur place. En fait, ça a été construit en 2019, on est 5 ans après. Et bah, les gens sont toujours sur place, n'ont pas été relogés, mais ils ont au moins une salle d'eau. Dernier lieu, alors celui-là, on s'en occupe, mais c'est pas avec l'école, on s'en occupe avec l'agence d'architecture. On est à Mayotte. Alors, Mayotte, c'est 300 000 habitants et globalement, la moitié de ces personnes qui habitent en bidonville. Donc, vous voyez là, si on peut en venir juste à l'image d'avant, hein, donc ça, encore une fois, c'est la moitié de la population habite là-dedans. Quand il y a 2 bailleurs sociaux. En fait, il y en a un à Mayotte qui s'appelle la Société immobilière de Mayotte, mais qui, en fait, ne fait pas de logement pour ces personnes-là. Elle fait des logements essentiellement pour les profs et pour les fonctionnaires qui sont à Mayotte. Mais on y reviendra d'ailleurs de manière un peu plus précise, mais elle ne s'occupe absolument pas des personnes qui sont dans ce type de situation. Alors, on avait été invité par le NPNRU de Mayotte et on travaille de la ville de Mamoudzou. Et donc ça, c'est des travaux qu'on a fait avec les habitants du quartier. C'est des méthodologies qui sont inspirées de choses qui se font très couramment en Amérique latine, que ce soit au Mexique ou les plus connus, c'était en Colombie, à Medellín, où globalement l'idée, c'est d'accéder à l'amélioration du logement par, d'une part, le traitement de l'espace public. Donc, on met en place, on peut peut-être passer à l'image suivante d'ailleurs, donc ça, c'était les concertations avec les habitants, on met en place des cheminements sécurisés parce qu'on est en zone en plus de glissement de terrain. Donc, c'est des cheminements en béton sécurisés qui permettent de circuler, de pousser des brouettes, voire de faire passer des petits véhicules qui peuvent collecter notamment les ordures. On met en place des réseaux, aussi bien on amène de l'eau que on emporte les eaux usées. Il y a la création de petits espaces publics où on trouve en plus également de l'eau. Et puis, on se base sur des petits équipements. On peut passer peut-être à l'image suivante. On construit des petits lieux qui correspondent à un usage local, ça s'appelle les farés, ou parfois ils les appellent les sénats. C'est des lieux de rencontre, des petites salles couvertes qui protègent aussi bien de la pluie que du soleil et où les gens se rencontrent et font diverses activités au cours de la journée. Ces lieux ont été pensés pour pouvoir également servir d'abri en cas de cyclone. Ça abrite pas toute la population, mais ça permet au moins d'assurer la sécurité, parce qu'il y a des lieux d'accueil en cas de cyclone dans les grands bâtiments publics, mais qui ne sont pas du tout au niveau des bidonvilles. Il faut descendre en ville dans les collèges et les lycées. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas y aller parce qu'ils n'ont pas de papier et ils sont à risque
d'être expulsés. Et il y a des gens qui restent aussi tout simplement pour assurer la sécurité de leur propre logement parce que c'est des moments où, si la ville est désertée, il peut y avoir plus de cambriolage, etc. Et donc, ces petits abris qui sont sécurisés, qui ont été mis au point avec un ingénieur qui s'appelle Jacques Anglade, qui sont en bois, permettent, il y a un système de volets et qui permettent donc à environ 30% de la population de rester dans le quartier quand il y a un cyclone qui passe. Alors, ce qu'on voit au premier plan, bah, c'est ces maisons-là qui sont ici. Ça, c'est des maisons qui ont été mises au point à travers un appel d'offres du PUCA qui s'appelle Un toit pour tous en Outre-mer, Totem. Donc ça, c'est des maisons qui sont destinées à euh, remplacer en fait les maisons qui sont dans les bidonvilles. C'est-à-dire que c'est la suite du projet précédent, c'est-à-dire qu'on amène les réseaux, on met en place les cheminements et il y a ces constructions qui progressivement prennent la place des anciennes dans les parcelles dans lesquelles habitent les gens. Alors, malheureusement, ce projet, qui était donc porté par le PUCA, dont on a été lauréat, a des gros problèmes parce que globalement, d'une part, il fallait inventer un programme de logement pour les gens qui sont en bidonville et donc qui ne peuvent pas payer plus de 100 à 150 euros par mois. L'État a proposé un système en gros, qui s'appelle le logement locatif très social adapté, où l'État donne 90 000 euros au bailleur pour construire la maison et lui donne de plus 2 fois 3 000 euros pour la gérer pendant 2 ans. Alors, le problème, c'est que ce chiffre, en fait, une construction de ce type à Mayotte, enfin, coûte plutôt 130 000 euros. Ce qui est d'ailleurs aussi le prix d'un Algeco installé à Mayotte. Et globalement, bah, les bailleurs sociaux locaux ne veulent pas s'en occuper. C'est-à-dire que la Société immobilière de Mayotte a dit officiellement, a écrit officiellement, enfin elle l'a écrit à nous, mais quelque part à charge pour nous de passer le message au niveau des ministères, qu'elle refusait de s'en occuper. Alors on arrive à utiliser, on est en train de construire quand même des logements en accession, mais à travers des petits acteurs locaux. Il y a un acteur local, par exemple, qui s'appelle Habitat Social à Prix Coûtant, HSPC, qui est une toute petite boîte locale, mais qui a décidé de s'investir là-dedans pour porter la question du logement. Mais globalement, on est malheureusement dans une situation qui est aussi liée à des questions politiques, mais où le mal logement indigne en bidonville, comme on l'a vu, va perdurer pendant des années encore à Mayotte. Et voilà ce que j'avais à vous raconter. Je vous remercie. Donc merci Léa, merci Cyril. Je laisse la parole en fait à toutes les participantes et les participants pour poser vos questions. Pour information, je connais bien, on s'était croisé d'ailleurs avec vos collègues à Maripasoula il y a quelques années, effectivement sur des questions d'autoréhabilitation. L'autoréhabilitation, à Mayotte, les logements là qu'on montrait, à l'origine, ils étaient pensés pour être en autoconstruction accompagnée. Euh, le gros problème sur lequel on s'est heurté, c'est que ça va, tout ce qui est auto ça s'accorde très 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 mal avec toutes les législations françaises. Et ça, c'est-à-dire que pour trouver un commanditaire pour financer ça, un commanditaire public, vous avez des grosses grosses difficultés parce que globalement, derrière, personne ne va vouloir assurer ça. Et ça, c'est typiquement un problème français, mais qui est extrêmement compliqué malheureusement. Est-ce qu'une autre personne souhaite intervenir? Léa, tu peux peut-être intervenir?
Oui, je ne sais pas s'il y avait vraiment une question derrière ça, mais effectivement, sur quel type d'acteurs peuvent mener ce genre de projet. L'intérêt d'avoir une foncière, en tout cas, ce qui nous concerne, et peut-être que ça sera la même chose pour des tissus un peu plus ruraux, c'est la possibilité de mutualiser plusieurs adresses, effectivement, et de pas avoir un opérateur par adresse finalement qui va étudier une opération et puis quand on est sur des très faibles volumes en nombre de logements avec des budgets de travaux importants, ça marche jamais. Donc effectivement, je pense que le type foncière est vraiment intéressant pour ce type de démarche puisqu'on va pouvoir globaliser et mutualiser différents projets et faire en sorte qu'on va trouver un opérateur ensuite qui va les réaliser parce qu'on arrive à faire un peu de volume. Oui, merci. Juste une réponse à Yael. Enfin, personnellement, je travaille avec le Renouveau Paysan qui, depuis plusieurs années maintenant, 4 ou 5 ans, essaie de transformer des fermes, notamment des fermes à l'abandon, en logement social. Et l'aide du ministère de l'Agriculture, pour l'instant, ne s'avère pas. Et ils ont remué Existant. ciel et terre. Et ils sont montés jusqu'au ministère, jusqu'au ministre de l'Environnement. Donc, ben, on suit la question. Enfin, je vous invite à regarder ce que fait le Renouveau Paysan. Merci pour votre question qui est effectivement très importante et qui représente sans doute le nœud le plus compliqué et la contrainte la plus compliquée à résoudre. Nous, on n'achète que libre de toute occupation. Donc, de par nos actionnaires aussi, je pense qu'il y a une grande vigilance pour qu'on ne devienne pas nous-mêmes mauvais logeurs. Et on gère pas de parc, hein. Nous, on fait vraiment de l'achat, du portage et de la revente de pavillons avec un projet derrière, mais ne gérant pas de parc, on n'a pas non plus de logement à proposer. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on est avec des acteurs publics, donc ça va être avec des villes qui vont créanter ou avec l'exemple de la Grâce, donc l'agence de l'État qui se retrouve propriétaire de pavillons confisqués. On signe des promesses longues avec eux et le travail de relogement revient à des acteurs publics, pleinement publics, on va dire. Et nous, on va pouvoir acheter le pavillon qu'une fois qu'il sera libéré. Et quand on est face à des propriétaires privés, on va faire un peu le même principe, même si on l'a très très peu fait parce que concrètement, on a peu rencontré de propriétaires qui étaient partants pour faire ce processus-là, mais de la même manière, on signe des promesses longues avec eux. On met la ville dans la boucle pour que s'il y a des demandeurs de logements sociaux, ils puissent être aussi connus des services de la ville pour pouvoir espérer avoir une proposition de relogement. Mais c'est pas un travail qu'on va faire nous directement parce qu'on est clairement incapable de le faire. Et c'est vrai on voit bien que sur ce sujet du relogement, il y a tellement, enfin, ces acteurs publics ont tellement déjà d'objectifs et d'attentes sur des relogements qu'ils n'en prennent pas volontairement d'autres, quoi. Donc sur les pavillons qui sont occupés, malheureusement, ça nous arrive de visiter des biens qui rentrent pleinement dans ce champ-là et qui sont occupés. Mais quand on a des propriétaires qui ne sont pas décidés à reloger les ménages, nous, c'est des pavillons qu'on n'achète pas. Merci. Marcella? Oui, bonjour et merci beaucoup pour vos présentations très, très intéressantes et claires. Et j'ai une question étant qu'architecte, mais principalement architecte conseil dans un conseil d'architecture urbanisme.
Et dans la couronne parisienne, dans le 91, j'ai vu, c'est une question plutôt pour Léa, j'ai vu que vous intervenez à Dismont. Et donc, ma question peut-être un peu naïve, mais qui permet de faire la liaison, quand on accompagne des communes et on voit la difficulté de reloger, mais aussi de construire, de densifier, et avec un pavillonnaire très maltraité, on va dire, en état. Comment se fait le point de départ, la relation entre la commune et vous, acteurs, pour l'achat du bien, et le point de départ de la relation, étant que nous, on conseille la commune et parfois on se sent en difficulté de pouvoir faire ces liens-là entre vous. Est-ce que vous faites la veille et vous venez sur la commune, ou c'est la commune qui fait le premier pas, ou nous, on pourra le faire? Oui, tout à fait. En tout cas, quand on a, nous, connaissance de communes qui ont exprimé avoir ce type de problématiques identifiées sur leur commune, nous, on va expliquer au service, en fait, de manière assez concrète comment on peut intervenir et quels sont aussi les moyens du côté collectivité pour accompagner la démarche. Parce que c'est vrai que je ne suis pas rentrée trop dans le détail sur comment ça se passe concrètement pour identifier les biens, etc. Mais nous, c'est clair que nous, tout seuls sur une commune, si on n'a pas les services des villes à nos côtés, on n'arrivera à rien faire. Donc, on a besoin de cette mobilisation des services qui n'est pas une participation financière. Donc, on n'a pas de subvention ni de participation financière des communes. Mais par contre, que ce soit au moment de l'acquisition ou que ce soit au moment de la construction d'un projet, enfin du dessin d'un projet et de la décision de projet, on a absolument besoin des villes. Et donc, finalement, nous, c'est souvent des villes soit qui nous ont appelés directement, soit qui sont passées par l'EPFIF, puisqu'on est dans leurs locaux et qu'on travaille avec eux. Mais on peut tout à fait, si vous avez connaissance de collectivités avec lesquelles vous travaillez qui ont ce type de problème, nous, ça va être vraiment, est-ce qu'il y a un besoin? On n'ira pas partout parce qu'on reste une petite équipe et il faut qu'on mette l'énergie là où il y a des besoins de requalification pavillonnaire, des besoins et des services qui sont prêts à accompagner la démarche. On peut tout à fait échanger de manière informelle avec les services pour expliquer ce qu'on peut faire et voir si cet outil-là conviendrait en fonction des types aussi de problématiques qu'ils rencontrent. Et après, juste pour l'identification des biens, on a des adresses qui sont apportées par les services des villes parce qu'elles sont connues des services, qui a déjà eu des rapports d'hygiène, voire même des procédures d'insalubrité. Et on mène de la veille immobilière sur les mises en vente classiques pour repérer des biens qui rentrent dans la cible dès qu'ils sont mis en vente et justement agir en préventif pour éviter qu'ils soient vendus à des marchands de sommeil. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Bonjour Soraya d'ailleurs. Bonjour Thomas. Et je me disais, oui, la démarche de Sifaël, enfin, je la trouve extrêmement inspirante. Enfin, tout était génial. Enfin, merci beaucoup pour toutes les interventions d'ailleurs. Et celle de Sifaël m'intéresse particulièrement parce qu'en ce moment, avec une équipe de travail, là, on est sur un travail de recherche-action sur la question du pavillonnaire justement et de la réhabilitation du pavillonnaire, des tissus pavillonnaires. Et voilà, et c'était plus une question un peu perso de savoir si fallait, on pouvait prendre contact peut-être pour échanger plus en détail et partager, enfin voilà, avoir plus d'infos sur leur démarche plus en détail, quoi. Sachant que nous, dans le cadre de cette recherche, on cherche des cas d'études à analyser en fait, pour faire une sorte d'analyse comparative de démarche un peu expérimentale et intéressante à l'échelle de l'ensemble du territoire français. Merci Thomas. Je présente aussi Thomas. En fait, c'est l'un des intervenants pour la prochaine rencontre qui se tiendra au mois d'avril prochain autour de l'autoréhabilitation accompagnée. Alors moi, j'ai deux questions, en fait, une pour Léa et une pour Cyril. Léa, tout à l'heure, en fait, tu as parlé du BRS et tu as parlé d'une opération apparemment qui a pu profiter de ce dispositif, le bail réel solidaire. Est-ce que tu es en capacité, en fait, aujourd'hui de nous faire part de peut-être du potentiel aussi de ce dispositif dans le cadre justement de la lutte contre l'habitat indigne qui a posé question à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu trouves que c'est un dispositif qui permet justement peut-être d'intensifier
ce travail autour de la réparation de l'habitat dégradé? Ça, c'est une question pour Léa. Et une question pour Cyril. Cyril, dans le cadre en fait des interventions que vous avez fait dans ces habitations provisoires qui finalement durent des années et des années, comment tu as pu intervenir? Est-ce que c'est avec l'agence Air Architecture ou c'est par le biais de l'association Acte-Cité? Parce que je pense qu'il y a des choses euh, qui sont compliquées en fait à faire dès lors qu'on est professionnel. Après, je ne sais pas si les habitants ils ont été associés parce qu'on voyait des photos où on avait l'impression que c'était plutôt des chantiers participatifs. Et donc voilà. Si vous pouvez juste nous apporter en fait euh, vos éléments en fait d'éclairage sur ces deux points. Qui commence, Léa? Merci sur le BRS. Moi, je trouve que c'est un montage qui est très approprié dans le cadre de notre démarche, puisque ça permet d'avoir la garantie que ça soit des ménages occupants, finalement, qui habitent ces pavillons après réhabilitation. Donc, finalement, soit c'est un bailleur gestionnaire, donc là, on n'a plus de soucis, mais c'est du locatif, soit c'est un propriétaire et en marché libre privé classique, on n'a pas du tout de garantie que cet enjeu et cet objectif de faire revenir des propriétaires occupants persiste dans le temps. Donc le BRS, je trouve ça vraiment super et on aurait bien aimé, comme je vous le disais, en faire plus. Peut-être que la limite est sur le terme intensifié. C'est là où je suis pas sûre que pour l'instant ça soit totalement adapté. C'est que pour que le BRS puisse fonctionner, il faut que le prix de revente d'un logement, peu importe si c'est un pavillon ou pas, mais il ait un écart avec un prix de marché classique qui soit suffisamment, enfin, que l'écart soit suffisamment grand pour que un ménage finalement préfère ne pas acheter en pleine propriété, que ça motive, on va dire, un acheteur. Et sinon, si l'écart n'est pas assez important, donc on parle d'un écart de 20 à 30% par rapport au marché libre. Donc, si on n'arrive pas à sortir un pavillon qui soit à 20 à 30% par rapport au pavillon d'à côté qui serait vendu en marché libre, on ne trouvera pas d'acheteur. Et c'est là où nous, dans notre activité, vu la hauteur des travaux qu'il faut faire systématiquement, en fait, on n'y arrive pas. On a toujours des prix de sortie qui sont trop élevés pour le BRS. Donc finalement, le BRS, ça peut fonctionner quand on a des acquisitions qui sont peu chères, où on a eu un prix de foncier de base qui est plutôt assez bas, qui permet d'avoir un prix de sortie d'opération plutôt bas, et ce qui n'est pas le cas pour nous, puisqu'on va acheter en majorité sur du marché privé. Donc de toute façon, on a le prix d'entrée, on va dire, qui est calé sur du marché privé, plus de gros travaux. Donc, pour nous, le montage BRS fonctionne rarement finalement. Le seul cas où, là, où je vous disais sur Argenteuil, on a réussi à le faire, c'est un pavillon qu'on a acheté à la grâce. Donc, on l'a acheté à l'État et finalement, on l'a acheté en dessous du marché. Donc, ça a fonctionné. Mais un pavillon qu'on achète à un propriétaire marchand de sommeil, ça fonctionnera pas, je pense. Par contre, des mécanismes de dissociation foncière, il y en a d'autres aussi, pas que en BRF. Et peut-être que là, effectivement, il peut y avoir des montages intéressants avec une foncière qui reste propriétaire du foncier et finalement qui ne revend que la partie bâtie après réhabilitation pour écraser un peu les prix de revente. Donc voilà. Je pense qu'il y a d'autres montages effectivement qui sont à explorer pour cette lutte contre l'habitat indigne, clairement. Très bien. Merci. Ton micro est coupé, Cyril. Pardon, oui. En ce qui concerne, et pour euh, l'association qui s'est exprimée de Thomas tout à l'heure, les compagnons bâtisseurs, elle est assez unique, hein, en fait. Et justement, nous, quand on a créé Actécité, c'était un petit peu dans cette même idée, mais on n'a pas du tout l'historique, etc., l'assise des compagnons bâtisseurs. Mais effectivement, en tant qu'architecte, normalement, on n'a pas le droit de construire
nous-mêmes. Non seulement on n'a pas le droit de construire, on n'a pas le droit de rassembler de l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette association pour avoir un outil qui nous permet d'agir en direct. Donc, encore une fois, il n'y a que la dernière opération qui est une opération de Air Architecture, celle qui est à Mayotte, mais les autres, c'est porté par cette association qui travaille sur la dignité dans le cadre de vie, très directement et très simplement, et donc qui se donne pour objet d'accompagner les actions. Et effectivement, à chaque fois, on est complètement dans le participatif, on construit avec les habitants, dans la concertation. Le projet se définit avec les habitants complètement, c'est-à-dire il y a tout un il y a une méthodologie qu'on a éprouvée depuis pas mal d'années, qui passe par un diagnostic, qui passe par plusieurs niveaux de concertation pour approcher du bâtiment demandé, parce qu'effectivement, ça repose sur la participation. Après, la participation, notamment au chantier, quand il y a 3 personnes qui participent, on est content, mais parce que, bah, bien sûr, tout le monde n'est pas apte à travailler sur un chantier, tout le monde n'a pas envie de travailler sur un chantier, tout le monde n'a pas le temps de travailler sur un chantier. Donc, les gens qui habitent en habitat indigne ont souvent plusieurs métiers et doivent travailler, ont beaucoup de travail. Souvent, ils doivent cumuler 2 ou 3 travails pour arriver à joindre les 2 bouts. Donc, il y a de la participation, mais encore une fois, quand il y a 3 ou 4 personnes, on est très content de ce niveau de participation. Très bien, merci. Je voulais peut-être savoir, Cyril, comment les étudiants se projetaient dans leur avenir, enfin ceux qui participent aux recherches-actions, comment ils imaginent leur avenir d'architecte en tant que concepteur, voilà, au sujet de la réhabilitation, de la créativité, est-ce que ça fait... Voilà. Je crois qu'il y a une assez forte. Je vois d'ailleurs qu'il y a une ancienne étudiante du DSA là, qui est là, Laure Le Pigeon. Mais globalement, il y a quand même une demande assez forte des étudiants dans des écoles d'architecture justement sur le faire. Euh, D'une part sur le faire et d'autre part sur le social. C'est-à-dire que on est dans une époque où il y a toutes les intelligences artificielles, etc., montrent la nécessité d'agir. Donc, il y a une idée d'agir directement qui intéresse beaucoup d'étudiants et qui, quelque part, après, trouve... il y a quand même une forme de nouvelle économie de l'architecture qui se définit par là. Je pourrais citer, il y a de nombreux architectes qui vont chez les compagnons bâtisseurs. Il y en a qui vont, par exemple, à l'association 14. Il y a Yes We Camp où il y a pas mal de gens aussi. La personne qui est là, Laure Le Pigeon, je suis désolé de parler à ta place, mais tu travailles actuellement au Sénégal avec une association qui s'appelle Architecture et Développement. Donc, il y a quand même des nouvelles formes d'action qui se définissent pour les architectes. Ça va être aussi des travaux dans les territoires, globalement, où on va être beaucoup plus à l'articulation de ces différentes choses. Mais je ne sais pas. Laure, tu veux rajouter quelque chose si tu es encore là? Je ne sais pas si tu es encore là. Peut-être plus là. En attendant que Laure prenne la parole, je peux ajouter aussi la FEDA, qui est une fédération, mais qui est plus une association aujourd'hui, en fait, pour l'entraide dans le bâtiment et qui regroupe des architectes, des artisans, des chercheurs, des sociologues, qui travaillent sur l'autoconstruction et l'autoréhabilitation accompagnée et qui organise les premières journées nationales de l'autoréhabilitation et l'autoconstruction accompagnée. Cette rencontre se tiendra à Paris sur le site Césure le 15 mars prochain sur toute la journée. Donc, il y aura des ateliers aussi auxquels tous les participants en fait, pourront y contribuer. Et c'est aussi pour faire avancer justement la question de l'accompagnement dans la construction et la réhabilitation, qui aujourd'hui exclut certains professionnels pour des raisons assurantielles ou réglementaires. En tout Très cas, bien. merci beaucoup à Soraya et à Léa et à Cyril. C'était passionnant.
Et vais faire le résumé et je vous contacterai peut-être pour avoir des compléments. Merci. Très bien. Merci Sophie. Merci à toutes et à tous. Merci à Léa. Merci à Cyril Merci. pour le temps, pour le partage et à toutes et à tous. À très bientôt. Donc on a la prochaine rencontre, c'est celle de Territoires Frugaux qui se tiendra au mois de mars. Suivi, vous le savez, en fait, on alterne, suivi d'une prochaine rencontre de réhabilitation frugale qui se tiendra au mois d'avril. Vous aurez toutes les informations, bien sûr, sur le site de la frugalité heureuse et créative. Un grand merci à toutes et à tous, et je vous dis à la prochaine rencontre. Vous trouverez aussi, en fait, tous les documents qui ont été présentés aujourd'hui seront disponibles sur notre site. Merci, merci à Merci toutes et à beaucoup. tous.